Toujours avec nous, retour sur le direct de la Factory, sur lepoint.fr exactement et sur les réseaux sociaux. Alors on va évoquer un sujet qui d'ailleurs fait la une d'un journal que vous connaissez peut-être, Le Point. Intelligence artificielle, la bataille pour contrôler nos cerveaux. Alors, ce n'est pas exactement la langue qu'on a choisie pour la séquence de ce soir. On va évoquer évidemment les effets de l'intelligence artificielle et en particulier de ChatGPT sur les organisations, sur les entreprises, sur le travail de manière globale, puisque ChatGPT, en arrivant il y a un an, a donné une matérialité à l'utilité de l'IA dans nos tâches quotidiennes de production, que ce soit des productions de texte, des productions de développement de code, d'images, de voix également. Cet effet immédiat de réalité a évidemment a expliqué la vitesse d'appropriation de ChatGPT et a donc révélé d'une certaine manière, d'où notre titre, que l'on faisait un travail de machine et qu'on ne le savait pas. Alors aujourd'hui, au moment où les initiatives se déploient tous azimuts, puisqu'on a compris que c'est vraiment maintenant que ça se passe, il y a un vrai besoin de déterminer si son usage est efficace, légitime, autorisé, interdit. Bref, c'est un sujet que nous abordons avec nos trois invités que je vous demande d'applaudir. Stéphanie Lavigne, Yann Ferguson et Sandrine Julien-Rouquier. Merci à tous les trois d'être avec nous. On a pris un petit peu de retard, mais on va consacrer tout le temps prévu et nécessaire pour aborder ces sujets. Je vais d'abord prendre quand même quelques minutes pour vous présenter tous les trois. Yann Ferguson, vous êtes docteur en sociologie, spécialiste du futur du travail et de l'intelligence artificielle, responsable scientifique du Laboria, dont vous êtes d'ailleurs désormais le directeur scientifique. Ça a été créé en 2021, mais le laboratoire prend de l'ampleur. En fait, il s'agit d'un programme de recherche et d'intervention sur la transformation du travail par l'IA qui a été initié par le ministère du Travail et par l'INRIA. Et puis, l'objectif, évidemment, c'est d'appréhender les effets de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. Sandrine Julien-Rouquier, vous êtes CEO de Ludilabel, une entreprise que vous avez fondée il y a un peu plus de 10 ans, qui fabrique et commercialise des étiquettes nominatives. C'est un marché qui existait, mais que vous avez sérieusement dépoussiéré. 150 000 commandes par an dans 120 pays. Et donc, votre start-up a été lauréate du Pass French Tech, c'était en 2016. Ce qui a fait que vous avez découvert la puissance de la communauté du coq rouge. Vous portez là sur la veste blanche. Et vous êtes présidente désormais de la French Tech Toulouse depuis 2019. French Tech, donc, c'est rattaché à Bercy et c'est une association qui fédère plus de 1000 entreprises innovantes ici à Toulouse. Stéphanie Lavigne, bonsoir, directrice générale de TBS Éducation, docteur en sciences économiques, professeure de stratégie d'entreprise. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, vous dirigez une business school à un moment où tout change, à la fois dans l'économie, dans les business models et aussi dans l'éducation. Et vous nous direz justement que votre institution est plutôt, essaie d'être, en tout cas dans une vision à la fois pragmatique en tout cas, ni trop contrôlante, ni trop cool, si j'ai bien compris, vous allez nous préciser tout ça, et vous êtes plutôt favorable au parti pris réguler et innover. Alors, on va commencer par parler des effets à court terme de ChatGPT et des IA génératives de manière générale sur vos entreprises et vos métiers. Stéphanie Lavigne, sur le secteur spécifique de l'éducation, comment très concrètement ont réagi les professeurs, ont réagi les étudiants et puis a réagi aussi la direction?
Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup. Moi, je vais vous donner un retour d'expérience sur une école, mais aussi sur l'ensemble des acteurs que j'ai la chance de rencontrer sur ces sujets. Alors, chez nous, à l'école, ChatGPT, quand c'est arrivé, les profs, ça a été le cauchemar. Ils se sont dit, le truc, il faut absolument l'interdire. Donc, ils ont demandé à la direction de prendre des mesures fortes. Au moment où ils nous ont demandé ça, il y avait pas mal d'institutions en France, dont certaines très, très importantes, qui avaient dit, il n'y aura pas de ChatGPT chez nous et on interdit l'usage d'une innovation. Alors on s'est posé la question de est-ce que c'est bien de refuser l'innovation, et plutôt que de dire on l'interdit, on s'est dit on va essayer de comprendre ce que c'est. On avait déjà commencé à travailler beaucoup sur la data, le big data, tous les systèmes d'information, donc on a des gens très forts chez nous sur ces sujets, et on a regardé qu'est-ce que ça allait changer dans le métier des profs, qu'est-ce que ça allait changer pour nous. Alors exemple très concret, quand vous voulez recruter des étudiants sur quelque chose qui s'appelle Parcoursup, la plateforme. Pour ceux qui sont parents et pour les étudiants, ce mot-là, il n'est pas forcément très glorieux, quoi, Parcoursup. Nous, par exemple, on sélectionne des étudiants en leur demandant de déposer sur Parcoursup des documents, un CV, une lettre de motivation, des choses qu'on leur demande d'écrire et de produire. Alors maintenant, il y a un petit outil qui s'appelle ChatGPT et qui le fait mieux que nous tous. Et du coup, on s'est dit, première chose qu'on va faire, c'est on va changer les modalités pour recruter les jeunes. Au lieu de dire, vous allez remplir tel document et tel document, parce que c'est peut-être pas vous qui allez le faire, mais la machine. On va remettre... Avant, c'était les parents. Alors, c'était les parents qui aidaient beaucoup les enfants, mais il y avait quand même de la co-construction. Et là, c'est de la co-construction avec ChatGPT. Donc, on s'est dit qu'on allait changer les modalités. Et moi, il y a quelque chose dont je suis ultra fan, c'est l'humain et l'oral. Donc, il n'y a plus de lettre de motivation ? On va le supprimer. Alors, on aura toujours un petit... quelque chose comme ça, mais on s'en servira plus comme un outil pour sélectionner, parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément un outil qui va nous permettre de faire de grandes découvertes. Donc moi je suis en train de me dire que ça peut être bien pour remettre au centre du village l'humain et la relation. On discute avec les gens, on teste des connaissances, et ChatGPT il est pas là quand on est face à un prof. Côté prof, très très sympa ce qui se passe à l'école, il y a une dynamique incroyable. Il y en a qui ont peur, ils ont peur que leur métier disparaissent, parce que cet outil il est très bizarre quand on ne le connaît pas. On se dit il produit de la connaissance. En fait, il n'en crée pas de la connaissance. Il utilise de la connaissance qu'il va chercher, mais il va quand même falloir toujours continuer à en produire. Par contre, c'est vrai que dans nos métiers de chercheurs, quand on écrit un article, quand on écrit un bouquin, on fait des synthèses d'articles, on fait des synthèses de livres. Et ça, ChatGPT peut le faire très bien. Et ça faisait partie d'une des composantes qui permettait de voir si des professeurs, des chercheurs avaient un esprit critique de synthèse dans des sciences qui ne sont pas les sciences physiques, les mathématiques. Donc moi, je suis issue des sciences sociales. Donc il y a à la fois un peu de peur, et en même temps, il y en a qui se sont dit, mais je vais quand même gagner vachement de temps, quoi. Je vais le faire, mais j'ai besoin de mon esprit critique. Et puis il y a la question de la véracité de la donnée. Elle vient où la donnée que ChatGPT est allé chercher. Donc pour le moment c'est mixte. Mais moi je voulais vous donner un petit exemple de trucs très 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 bêtes. On est le 2 ou 3 janvier et je souhaite bonne année à tous les étudiants de l'école. Donc ils sont 6000. J'aurais écrit un petit mot chaque année. Et donc j'aurais écrit un texte. J'essaye d'être inspirante, inspirée, enfin de faire un truc un peu bien, quoi. Et j'écris le texte et puis je le donne à relire à mon collaborateur préféré, qui revient quelques minutes plus tard, très très vite, avec un texte vachement mieux que le mien, mais vraiment super mieux que le mien. Et donc je lui dis là vraiment on va prendre ton texte parce qu'il est mieux, quoi. Et le texte c'était ChatGPT qui l'avait écrit avec un prompt qui était assez simple, hein. On est à TBS Éducation, c'est la directrice qui veut souhaiter une bonne année, quelques éléments. Qui veut être inspirante. Elle veut être inspirante, elle veut faire un truc inspiré. Je ne sais plus quelles étaient les consignes, mais le truc était super. Et je me suis dit je peux pas commencer l'année dans du faux. En leur envoyant un faux texte. Je vais garder mon texte à moi qui est moins bien, mais au moins c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, c'est un truc bête, mais en vérité, je me suis dit que j'aurais peut-être dû penser à lui donner une directive. Hop, il m'écrit un texte, je gagne du temps. Alors, on est dans une société où on veut toujours gagner encore plus de temps, toujours. Est-ce que c'est bien ou pas, c'est un sujet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des utilisations au niveau pédagogique qui valent la peine d'être investiguées. Et je pense qu'il y a de l'appropriation pour les étudiants. On peut arriver à personnaliser des parcours. Donc, on va mettre plein de connaissances dans l'outil. Et l'étudiant va pouvoir aller chercher un truc personnalisé.
par rapport à ce que lui il veut rechercher à un moment donné. Donc des catalogues qu'il va aller extraire. Donc il y a des aspects qui sont à prendre avec des pincettes, mais de manière générale, je suis assez curieuse, hein, et on a tous développé des groupes avec les profs, avec les étudiants, avec la direction de l'école pour voir qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on n'intègre pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une sorte de vade-mecum? Est-ce qu'on sait ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire? On est en train de le rédiger et je pense que ce sera bien pour nos étudiants qu'ils sachent une utilisation raisonnée, qu'est-ce que ça veut dire, une utilisation éthique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc en gros, ils peuvent l'utiliser. Alors on parle de ChatGPT, mais il y a la version gratuite, il y a la version payante, mais ça y est, il y a déjà plein d'autres plateformes. Donc c'est déjà périmé pour les étudiants qui sont très connectés chez nous et très digitalisés parce que c'est cette génération qui est très aguerrie à tout ça. Enfin, il y a d'autres choses que ChatGPT déjà, quoi. Voilà, donc chacun a même ses préférences. Donc nous, on va essayer d'écrire quelque chose, pas de chat GPT orienté, mais plutôt intelligence artificielle pour avoir quelque chose de plus global. Sandrine Julien-Rouquier, là aussi très concrètement, quels sont les effets de ces IA génératives, sur Ludilabel puisque c'est votre entreprise, mais aussi peut-être sur celle que vous représentez via la French Tech? Sur l'impact alors, est-ce qu'il y a des impacts sur certains métiers, par exemple? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'en emparait très rapidement pour le coup, parce que les entreprises innovantes, tout ce qui est de l'innovation, c'est quelque chose qu'on aime tester. Donc pour le coup, oui, on s'est emparé rapidement de ça. Sur la partie impact positif, négatif, le positif, c'est ce qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire que tout ce qui a été de l'ordre des tâches répétitives, rébarbatives, ennuyeuses, là, l'IA a pris le pas dessus. Sur la partie productivité, il ne faut pas se mentir, ces mêmes tâches rébarbatives, du coup, elles ont été faites par de l'IA et de façon beaucoup plus rapide. Et ensuite, ça nous a permis, là, sur toutes ces entreprises innovantes, de pouvoir proposer des nouveaux services. Et on en parlera peut-être sur la partie, justement, génération de contenu, sur la partie rédactionnelle. Voilà, donc ça a ouvert des portes. Et sur les points, on va dire, de vigilance, et tu l'as évoqué, c'est sur la partie régulation, sur quelles tâches on va pouvoir accepter donc, de passer par la moulinette de l'IA, donc que ce soit ChatGPT, Bard de Google, quelles sont celles qui vont être interdites et surtout quelles data on va accepter de mettre, puisque là, pour le coup, elles deviendront des données publiques. Et pour ce qui concerne le recrutement, par exemple, si je devais recruter un développeur web, par exemple, Ouais. Comment une entreprise peut se fier finalement aux productions qu'on va lui présenter? Alors pour le coup, sur la partie IA, c'est intéressant pour le recrutement. Je dirais que côté candidat, sur la préparation, il peut utiliser l'IA, que ce soit pour aller chercher des datas sur l'entreprise sur laquelle il va postuler, sur la partie même présentation, sur le langage corporel, sa communication non verbale, etc. Le jour J, il y a 2 écoles où il va faire le choix selon le métier, donc là sur le développeur web, de montrer, et pour le coup ça peut être un atout, qui sait maîtriser l'IA et que ça va l'aider à gagner du temps sur les tâches. Nous chez Ludilabel, je sais qu'ils s'en servent, ils s'en sont emparés très rapidement avec la conscience que ça va pas remplacer l'humain, mais ça va être, on l'évoquait, une espèce de direction assistée qui va vous permettre d'avancer plus vite. Et là ça va être typiquement chez les développeurs web pour balancer du code et trouver les petites erreurs. Donc, sur la partie recrutement, oui, sur certains métiers, sur d'autres, attention, ça va se voir. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie plagiat qui peut être retoquée et ce que tu évoquais également sur le fait qu'à un moment donné, sur des mêmes textes, des mêmes missions, on sent la répétition, le déjà vu, et là où on cherche, nous pour le coup, chez nos collaborateurs, quel que soit le pôle dans lequel on va l'embaucher, qui est ce fameux esprit critique, voilà, là, on ne va pas être en mesure, si c'est rédigé uniquement avec de l'IA, de savoir s'il est capable de penser tout seul et d'aller résoudre des problématiques beaucoup plus complexes que ne sait pas faire l'IA. Je pense que cette expression, la pensée seule, va intéresser beaucoup Yann Ferguson, puisque vous, précisément, vous avez étudié un certain nombre de cas d'usage de l'IA, et que penser seule, c'est la
le propre de l'humain, plus que le propre de la machine, qui en réalité n'a pas vraiment de projet dans son action. Est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité, est-ce que vous êtes en capacité de mesurer les effets de ChatGPT, de ces outils d'IA générative sur les entreprises ? Alors, on est en difficulté pour le mesurer précisément parce que les usages de ChatGPT sont des données propriétaires et je dirais d'une part OpenAI n'a aucun intérêt à les communiquer, notamment si c'est pas aussi massif que ce qu'on entend, parce que ce qui était porteur pour OpenAI, c'est de dire c'est l'application qui a atteint le plus rapidement possible les 100 millions d'utilisateurs. Mais ce que ça ne dit pas, c'est si ces utilisateurs l'utilisent pour des choses sérieuses et si, après leurs premiers usages, ils ont continué à l'utiliser, à en faire finalement un nouveau mode de travail. Donc ça, on a un peu de difficulté. Puis deuxième chose, il n'a pas le droit, parce que si jamais OpenAI commençait à dire voilà comment on nous a utilisé, voilà comment les gens du marketing l'utilisent, voilà comment les recruteurs l'utilisent, quelque part, il y aura un problème, c'est le fait qu'ils communiquent sur nos usages et il y a un problème de confidentialité. Par contre, on commence d'abord à voir effectivement le côté technologie d'application générale de l'intelligence artificielle, là où depuis plusieurs années, les études sur le futur du travail associées à l'intelligence artificielle avaient plutôt tendance à atterrir sur des choses qui étaient assez communes finalement par rapport à l'automatisation, c'est-à-dire on retrouvait vraiment des cols bleus à nouveau qui allaient devoir être accompagnés vers des reconversions ou vers un déplacement de la valeur, etc. Il y a des métiers qui disparaissent complètement. Alors, sur l'IA générative, encore une fois, ce qui est difficile à mesurer, c'est que pour l'instant, on est dans l'étape où on a une application généraliste qui a été lancée comme une grande preuve de concept par une entreprise qui s'appelle OpenAI et les usages sont, pardonnez-moi l'expression, sous le chapeau. C'est-à-dire que les gens qui utilisent aujourd'hui ChatGPT le font en cachette. Ça a été montré par une étude française et une étude américaine qui est arrivée exactement sur le même résultat. 68% des utilisateurs de ChatGPT au travail ne le disent pas à leur manager. Et s'ils ne le disent pas à leur manager, c'est que bien souvent, de la même façon que dans les enseignements supérieurs, on a dit attention, attention, les grandes entreprises ont dit attention, attention, pour des bonnes raisons par ailleurs, parce que les gens commençaient à mettre les noms des clients, les données des clients, les noms des collaborateurs et à faire des résumés de comptes rendus, de projets, voilà, donc ça c'était très compliqué. Donc pour des bonnes raisons, ils ont dit faites attention, voire ils l'ont interdit. Voilà. Et on se retrouve avec un peu une tension entre des projets maison, des grands groupes industriels qui, il faut le dire, ont du mal à aller vers le travailleur. Donc portés par la direction d'entreprise. Voilà, portés par la direction, avec des travailleurs un peu réticents qui disent ça réduit un peu notre liberté, notre autonomie, et puis on a un peu peur de l'IA. Et donc des dirigeants qui disent n'ayez pas peur. L'IA c'est bien, l'IA ça vous libère des tâches à faible valeur ajoutée, etc. Et puis là arrive ChatGPT, les collaborateurs s'en emparent, font des choses en mode bricolage, c'est ce qu'on appelle bring your own AI, amener votre propre intelligence artificielle. Et puis là on a des managers qui disent faites attention. Voilà. Et là, le collaborateur, il dit, mais alors, vis-à-vis de l'IA, je dois faire quoi ? Je dois faire attention ou je dois ne pas avoir peur ? Et donc, il y a une espèce de dissonance cognitive, on est un peu là-dedans, avec le risque, c'est que pendant que les entreprises l'interdisent, on a des collaborateurs qui vivent des expériences personnelles avec ces systèmes qui sont assez stimulantes, qui attendent que ça puisse aller vers le monde professionnel. Et là, on va peut-être inverser un peu la situation, c'est-à-dire qu'on va avoir des collaborateurs qui développent ou alors qui utilisent des systèmes d'IA qui développent leurs propres pratiques, et puis de l'autre côté, des projets d'entreprise qui sont plus lents, qui sont plus difficiles. Alors pourquoi ils sont plus lents ? Tout simplement parce qu'on essaie de les rendre aussi sûrs. Il faut qu'ils soient safe, et c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'elle est performante, mais elle n'est pas forcément fiable. Alors oui, ça c'est un vrai sujet. C'est que aujourd'hui, on a évalué la pertinence de ChatGPT à peu près 60%. Ça va s'améliorer. En fait,
dans la plupart des décisions que l'on prend dans le monde du travail, on ne saurait pas mesurer si on a 60% de pertinence. Il n'y a pas très longtemps, j'intervenais auprès d'un commerce qui me disait « Oui, c'est n'importe quoi, il y a 60% de pertinence, on ne peut pas utiliser ça. » Je dis « Mais comment vous évaluez la pertinence de vos propres décisions? Est-ce que vous le savez? Si je vous mets un cas d'école et que vous êtes 3 autour, est-ce que vous décidez la même chose ?» Voilà. Donc, dans la plupart du temps, on ne sait pas. D'ailleurs, un des grands fondateurs de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, il avait défini l'intelligence et il avait défini comme un objectif de l'intelligence artificielle le fait de trouver des solutions satisfaisantes à des problèmes qui n'ont pas de réponse optimale. Voilà. Et la plupart du temps, c'est ce que l'on fait. On trouve des solutions satisfaisantes à des problèmes qui n'ont pas de réponse optimale. Alors, il y a des choses qui ont des réponses optimales. Le calcul est optimal. La non-qualité, ça se mesure, notamment lorsqu'on mesure des pièces d'avion. On évalue la qualité de pièces d'avion, ça, c'est très précis. Mais dans beaucoup de métiers, on n'a pas cette précision de la qualité. On est dans ce que j'appelle de la qualité floue. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je ne sais pas comment dire que ton discours, il était moins bien que celui de ChatGPT. C'est ce que tu as ressenti, mais peut-être que quelqu'un ressentira autre chose. On est dans la qualité floue. Et il y a beaucoup de métiers à qualité floue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, mais il n'y a pas de normalisation de la qualité. Mais est-ce que ça veut dire aussi, et là je m'adresse peut-être à Sandrine Julien-Rouquier et à Stéphanie Lavigne, que justement l'usage massif de ce genre d'outils peut abaisser le niveau d'exigence qu'on a à l'égard de son propre travail ou du travail de ses propres collaborateurs, et qu'on peut s'habituer finalement à une réponse moyennement satisfaisante, puisque finalement c'est vrai que si on écrit une lettre, par exemple une lettre personnelle, on va tout de suite voir que c'est un peu ChatGPT touch, mais bon, ça passe et on y va comme ça. Même chose pour la traduction, même chose pour plein d'usages finalement. Ouais, non, c'est une excellente remarque, et pour le coup, moi j'ai questionné donc mes camarades entrepreneurs pour savoir comment ils l'utilisaient, etc. Et là, alors la première réaction d'un des 12 entrepreneurs de la gouvernance French Tech a été de me dire bon, Sandrine, j'allais te répondre, et je me suis dit je vais demander à ChatGPT de répondre. Enfin voilà, j'avais 5-6 questions sur la thématique, et c'est exactement ce que tu venais de décrire, c'est-à-dire que le job était fait, mais dans les grandes lignes, qu'on manquait quand même de profondeur sur le sujet, et que voilà, là pour le coup, j'étais allée satisfaite à 40% sur les réponses qui étaient données. Par rapport à la qualité du service, pour moi, c'est donc en analysant dans quels métiers ils sont utilisés, sur les métiers qui vont disparaître ou pas, pour moi, ils ne vont pas disparaître, mais ils vont être transformés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a eu pour rappel, il n'y a pas si longtemps, quand le logiciel Excel est sorti, c'était bon, les comptables, c'est fini. Non, les comptables, ils s'en sont servis pour tout ce qui était saisie des données, et ils ont pu attaquer des tâches beaucoup plus intéressantes, notamment sur l'analyse des données. Donc au contraire, ça les a rendus plus efficients. Là, nous, dans les entreprises innovantes, entreprises classiques, effectivement, on sait que c'est tous ces fameux métiers intermédiaires qui vont devoir s'habituer, pour le coup, attaquer, se transformer leur métier. Et donc, on peut citer le service relation client, et on est habitué maintenant en fait à avoir une réponse qui va être plus rapide. C'est l'avantage, mais d'un chatbot où il va peut-être falloir réexpliquer plusieurs fois la demande. Mais là où le besoin premier, c'est d'avoir une réponse rapide, et ben ça fonctionne. Donc on va l'avoir sur le relation client, on va l'avoir sur effectivement la traduction, et là aussi ça va dépendre de quel degré de traduction de qualité on a besoin. Mais si c'est sur la partie, ben voilà, toujours relation client, ça passe. Sur la partie rédaction des articles, là je me réfère au e-commerce, et c'est la réalisation des fiches produits. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très élaboré, donc ça fonctionne. Ça dépend sur le besoin, et quoi qu'il arrive, on sait que de toute manière, en amont, pour rédiger, enfin voilà, ces fameux nouveaux métiers qui vont être en mesure de savoir parler à l'IA vont être nécessaires, et il y aura une vérification de ces datas et la nécessité de comprendre ce qui a été demandé. Donc les métiers vont se transformer. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais ça c'est un peu le propre de chaque révolution. Mais entre l'apparition des nouveaux métiers et la grosse base qui va être des métiers qui vont devoir effectivement prendre le virage et se transformer, in fine, dans les stats qui ont été sortis, c'est plus de métiers quand on fait la somme des trois. Donc pas d'inquiétude.
Stéphanie Lévigne. Moi, du côté des étudiants, je dirais que si on regarde l'efficacité que ça peut avoir, le premier écueil qu'il faut éviter, c'est de se dire ils vont faire de la basse qualité en l'utilisant. Effectivement, il peut y avoir de la basse qualité, mais comme on avait de la basse qualité avant, dans le monde d'avant, quand quelqu'un ne travaillait pas beaucoup. Et donc du coup, oui, il peut y avoir de la mauvaise qualité, il y en avait aussi avant, mais il peut aussi y avoir des gains de productivité, c'est-à-dire que je m'en suis servi, j'ai rassemblé plus vite tout un tas de connaissances et je les ai mises ensemble, j'ai essayé de les ordonner, de les comprendre, et puis je suis allée en chercher d'autres quand il y avait des trous dans la raquette. Donc ça peut être aussi plus efficace in fine. Donc en fait, l'attitude de l'individu, elle compte beaucoup dans qu'est-ce que je fais avec ça, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je cherche à faire. Et du coup, moi je me dis qu'on forme des gens, alors dans les écoles de commerce, on forme des gens qui vont aller travailler dans des entreprises. Soit ils vont créer leurs entreprises, soit ils travailleront dans des entreprises, ils peuvent manager des équipes. Bon, ben ChatGPT, il va être très embêté pour manager une équipe, quoi. Donc pour manager une équipe, il faut des compétences. Il faut avoir un projet. Il faut avoir compris la gestion de projet, il faut maîtriser ce qui se passe dans l'équipe qu'on gère. Et tout ce qui est le management, alors qu'on appelle maintenant le management émotionnel, on peut y mettre toutes les caractéristiques qu'on veut. En tout cas, gérer des équipes, c'est pas l'outil qui va pouvoir le faire. Et donc moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, nous, dans les écoles, c'est qu'on forme tous les jeunes et les moins jeunes à ces techniques d'intelligence artificielle pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait tout le monde parle de ChatGPT, mais la plupart des gens en parlent, ils l'ont même pas essayé, ils savent pas ce que c'est en fait, et du coup c'est à la fois effrayant et complètement excitant, mais une fois qu'on le regarde, il faut apprendre à l'utiliser. Donc moi je pense que notre responsabilité, elle est de former bien les jeunes et les moins jeunes sur ces sujets. Travailler avec nos profs pour voir qu'est-ce que ça modifie dans leur job. Je suis persuadée que ça va modifier leur job. Bon, moi, j'ai été prof dans la vie d'avant, directrice d'école. Moi, ça me fait un peu peur, voilà, parce que je me dis jusqu'où ça va aller, est-ce qu'il y a des limites, les questions d'éthique, enfin voilà, il y a des trucs, il faut qu'on creuse, voilà, mais il y a un petit peu d'appréhension, c'est clair. En revanche, ce dont on est certain, c'est que pour aller travailler dans les entreprises, et on le répète, et on le répète, et on le répète, c'est 2030, donc c'est dans 6 ans. C'est la génération actuelle qu'on forme qui travaillera dans les entreprises. Et quand elle va débarquer dans les entreprises, cette génération-là, elle sera aguerrie et elle va se retrouver avec des gens en entreprise qui, eux, le seront moins. Alors comment on va gérer cette génération? On va y mettre une belle étiquette, on va dire c'est les Z, puis après viendra l'autre, et on va dire eux ils sont comme ci, ils sont comme ça, on les met dans des cadres, et le truc c'est que ça va pas marcher parce qu'il va falloir comprendre eux comment ils travaillent, et eux ils vont être en avance. Donc il faut aussi que dans les entreprises fassent de la formation continue. Je prêche un peu pour l'école que je dirige, mais non, en fait je prêche pour, en général, il faut que les gens dans les entreprises s'intéressent à ces questions. Et pas uniquement quand on a des métiers techniques, scientifiques, technologiques. Pour l'ensemble des métiers, pour en saisir toutes les implications. Et comme disait Sandrine et comme tu disais Yann, il y a des zones où on va peut-être améliorer, on prenait des décisions qui étaient peut-être satisfaisantes, peut-être qu'on va les augmenter parce qu'on va avoir plus de matière. Il y a des métiers nouveaux qui vont apparaître, donc ça peut être stimulant pour quelqu'un dans une entreprise. Je faisais ce métier depuis 10 ans, je change et c'est chouette parce que j'ai pas un métier routinier, je vais évoluer dans mes compétences. Mais c'est vrai que je crois qu'on saisit pas vraiment du tout l'enjeu et la puissance que ça peut avoir dans les transitions et dans les changements de métier. Alors quand il y a des changements majeurs, ça fait peur. Et donc voilà, pour moi, l'éducation et la formation qu'on va avoir là-dessus, elle est centrale. On a une question de l'Agora, on va la prendre tout de suite, celle de Jean-Marie. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Oui. Alors ma question m'a porté sur je rapproche le micro. Sur que font en fait les Français et les Européens dans le domaine de l'IA. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a raté le virage de l'Internet en pensant, et du PC en croyant au Minitel. On a raté le virage du GSM, du mobile en général, du portable, en croyant au bebop. Alors, est-ce qu'on n'est pas encore en train de rater un virage? Merci.
Alors, on est évidemment très engagé. Par exemple, la France a mis en place une stratégie en 2018, en mars 2018. Le rapport Villani a mis en place une feuille de route pour l'intelligence artificielle en France, qui s'est notamment matérialisée par la mise en place d'instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle, qu'on appelle des 3 IA. Il y a 4 3IA, un à Paris qui s'appelle Prairie, il y en a un à Grenoble qui s'appelle MIA, il y en a un à Nice et il y en a un à Toulouse qui s'appelle Anity. Ces 4 grands programmes ont pour objectif d'abord de développer une recherche verticale sur un des 4 grands domaines stratégiques de la recherche en intelligence artificielle en France portés par l'État, qui sont la santé, les transports, la cybersécurité et l'écologie, c'est-à-dire qu'il fallait se positionner sur un ou plusieurs de ces domaines, mais dans un premier temps, on a demandé aux instituts de plutôt se concentrer sur un domaine. Ça ne va pas vous étonner de savoir que Toulouse a plutôt été sur les transports, allez savoir pourquoi. Et puis, un domaine obligatoire, transverse à tous les 3 IA, c'est la recherche sur la question de l'explicabilité et avec derrière aussi la question de la fiabilité. C'est-à-dire que l'explicabilité, c'est un des grands problèmes de l'intelligence artificielle à base de données qui utilise ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. C'est la très grande difficulté qu'il y a pour un utilisateur d'avoir accès au raisonnement que le système utilise pour vous faire une recommandation ou pour vous écrire ce qu'il vous a écrit, et pour le développeur d'avoir accès à comment tu t'y es pris, ce qui est une réponse davantage mathématique. Donc ça, c'est un vrai problème, notamment lorsque vous voulez utiliser l'intelligence artificielle dans des décisions critiques, dans des tâches critiques. Que ces tâches critiques soient d'ordre industriel, qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique des individus. Par exemple, si vous mettez une intelligence artificielle qui conduit votre voiture, ou que vous mettez une intelligence artificielle qui valide la qualité des pièces que vous allez mettre dans un avion, c'est une tâche critique. Et donc là, il y a la nécessité que le système soit explicable et surtout qu'il soit fiable. Voilà. Et actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles les plus gros sont les plus performants, mais cette performance cohabite avec une contre-performance qui n'est pas acceptable lorsque vous avez une tâche critique. Mais la tâche critique peut aussi avoir un impact sur votre dignité morale. Par exemple, lorsque vous mettez une intelligence artificielle qui décide si l'étudiant peut venir dans une université ou dans une autre école, une intelligence artificielle qui juge votre divorce, une intelligence artificielle qui peut décider si vous pouvez avoir des papiers, eh bien là, on va avoir un impact sur l'intégrité morale de la personne. Et donc, il faut absolument qu'à la fois, il y ait cette fiabilité et cette explicabilité. Et donc, ça, c'est un des grands axes de développement. Alors, avec l'IA générative, la France a voulu mettre encore l'accent sur l'IA générative, et donc le 19 septembre, la France a lancé un comité stratégique interministériel sur l'IA générative qui va remettre sa feuille de route en mars 2024, dans lequel on a rappelé quand même quelques poids lourds de l'intelligence artificielle qui ont été formés en France. Voilà, Yann Lequin, vice-président de Meta, est français. Il a fait carrière aux États-Unis, mais il vient pour contribuer à cette feuille de route. Luc Julia, co-créateur de Siri, maintenant directeur scientifique de Renault, fait partie de ce comité. Donc on a fait un mélange d'universitaires, aussi de partenaires sociaux, parce qu'il y a des sujets sociaux, et des industriels, et notamment des GAFA, pour faire cette feuille de route pour la France en IA générative, avec l'idée qu'on puisse, dans les 3 années à venir, devenir un acteur qui compte en matière d'intelligence artificielle et d'IA générative. On a quelques acteurs qui sont loin d'être du niveau d'OpenAI, j'en conviens, mais Mistral, par exemple, propose quelque chose de très intéressant avec des modèles qui vont être d'une certaine manière open source, mais en tout cas sur lesquels on va pouvoir aller chercher des modèles qui amènent une certaine garantie pour intégrer des applicatifs souverains, parce que ça c'est un enjeu très important. Dans quelle mesure on est capable de développer des technologies souveraines, françaises et européennes à minima, c'est-à-dire qui nous permettent de conserver les données utilisées par les systèmes dans notre écosystème européen. Donc oui, on est loin de ces modèles GAFA et OpenAI, c'est vrai. C'est pas dans notre culture d'aller très vite vers des produits. On est très fort en recherche, mais notre capacité à convertir la recherche en produit, c'est effectivement une difficulté régulièrement soulignée.
et on essaie d'améliorer ça, notamment dans les instituts interdisciplinaires de l'IA qui combinent de la recherche et des industriels. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là, mais on n'est pas obligé de copier les Américains. Les modèles GAFA pose des problèmes. On a vu qu'actuellement, il y a un grand drama à OpenAI. C'est un peu Santa Barbara, avec des gens qui sont virés, qui reviennent, etc. Donc, ce n'est pas forcément rassurant de savoir qu'à la tête de ces technologies aussi disruptives, il y a des personnes qui sont des situations qui sont à ce point déséquilibrées sur le plan de la gouvernance. Peut-être qu'on va un peu plus lent, mais par contre, on est très, très préoccupé par la question de la fiabilité, ce qui est beaucoup moins le cas de Sam Altman. Sam Altman a dit lui-même qu'il était la personne au monde qui a le moins confiance dans ChatGPT, alors qu'il l'a développé. Imaginez, j'étais chez Airbus tout à l'heure, dans 10 ans, on a Airbus qui sort l'avion à hydrogène, on fait une grande cérémonie, un premier vol à Toulouse, et puis vous avez le CEO d'Airbus qui dit « Je suis très content, on l'a disrupté, mais je dois avouer, je suis la personne qui a le moins confiance au monde dans l'avion à hydrogène. » On ne peut pas l'imaginer. Voilà, on ne peut pas imaginer faire ça. Et donc, on va peut-être un peu plus lentement, mais on essaye quand même de faire des choses un petit peu plus fiables. Alors, il y a pas mal de questions là que je vois sur le retour écran, et peut-être celle qui concerne les compétences. Quelles compétences valoriser pour travailler avec l'aide de l'IA? Stéphanie Lavigne ou Sandrine Chéreauquet? Déjà, ça rejoint un peu, je vois les deux questions. La question, c'est qu'il faut quand même au départ savoir l'utiliser déjà. Donc ça suppose qu'on a compris comment ça marche. Donc dans les compétences, il faut utiliser un outil digitalisé, être en capacité de donner, de formuler des requêtes, de dire voilà qu'est-ce que je cherche, comment je le formule. Alors c'est vrai que par rapport à la fracture sociale et par rapport au milieu éducatif, oui forcément. Fracture numérique? Ce choc numérique, mais c'était le même quand Internet est arrivé. On avait tout à l'heure notre vice-présidente de la région Occitanie, qui est vice-présidente d'enseignement supérieur. C'est vrai qu'on a la chance en région Occitanie d'être bien lotis sur ce point-là. Tous les étudiants qui sont au lycée, aujourd'hui, ils ont accès à un ordinateur offert par la région. Et puis, ils ont des cours sur comment on va utiliser l'outil. Alors, les jeunes, ils sont quand même très réactifs avec tout ça. Donc moi je pense qu'ils vont se mettre très vite, quels que soient les milieux sociaux, ils vont s'y mettre parce qu'ils vivent dans cet environnement qui est fait de technologie. Et concrètement, les compétences qu'il faudra avoir pour travailler avec l'IA, c'est l'adaptabilité, quoi. C'est plus que jamais, il y a quelque chose qui arrive. J'avais l'habitude de travailler d'une certaine façon. Je vais utiliser l'IA et je vais me rendre compte que je gagne du temps, je travaille différemment, donc j'adapte, moi et l'équipe avec laquelle je travaille. Donc pour moi, il y a de l'adaptabilité. On a pas mal parlé de l'esprit critique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est est-ce que l'information qu'il y a dans l'outil, elle est complète, elle est totale, est-ce qu'elle est fiable, qui est-ce qui l'a mise? Ça fait un peu flipper parce que ça fait penser aux films de science-fiction, pas les Big Brother, mais Is Watching You. Mais bon, voilà, on se dit qui a mis quoi dedans? On raisonne un peu en doctrinement, mais on se dit mais en fait tout le monde va utiliser la même source d'infos et tout le monde va penser pareil. Donc l'esprit critique, je pense que ça va devenir quelque chose de j'utilise de l'info, comment je l'utilise, comment je la synthétise et comment je l'utilise pour dans mon entreprise faire ma tâche, bien travailler. Donc ouais, moi l'esprit être capable de mettre une distanciation par rapport à ce que j'ai récupéré et voir comment je le transforme sur mon job, sur mon poste, avec l'équipe. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes sur le comportement humain, sur comment on va faire. Mais pour moi, la question, en tout cas, ce qui est très bloquant chez nous à l'école et puis dans le milieu enseignement supérieur, c'est toutes les questions d'éthique qu'il y a derrière, quoi, sur la provenance de la donnée, qui c'est qui l'y a mise, est-ce qu'elle est vraie, c'est quoi une vraie data, et puis du coup, voilà, toutes ces questions-là, elles sont un peu inquiétantes. Donc je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. Je ne sais pas si on va... On est dans le cœur du réacteur, en tout cas, c'est clair. Sandrine, pas mieux. C'était effectivement ça. Juste peut-être pour comprendre vos travaux en cours, Yann Ferguson, vous avez lancé 2 enquêtes. Elles cherchent à le déterminer quoi précisément? Alors, on a eu 2 enquêtes dans la première partie du Laboria qui en fait était lancée avant l'arrivée de ChatGPT. Voilà. Ce qui fait que c'est un moment où on sollicitait un peu les gens sur l'IA, mais ils n'étaient pas...
En plus, on a démarré, le buzz c'était le métaverse, voilà, donc nous, on était sur le métaverse, le IA, oui, ça y est, on a tourné la page. Donc nous, ce qu'on voulait, on a fait une enquête auprès de 250 dirigeants, une partie qui a intégré l'IA, donc non générative, et on leur posait des questions plutôt sur l'expérience de travail qu'ils pensent que ça a généré pour leurs collaborateurs. Et puis une autre partie du corpus qui n'avait pas encore essayé d'intégrer l'IA. Et on les a posé des questions sur des sujets assez régaliens de la qualité de vie au travail et de la qualité du travail. Est-ce que ça altère la question de la reconnaissance du collaborateur? Est-ce que ça altère l'autonomie du collaborateur? Ou est-ce que ça la potentialise d'ailleurs, hein? C'était vraiment ça le sujet. Des questions sur les savoir-faire, des questions sur les relations humaines et sur le sens du travail. Et en fait, ce que se montrait cette étude, c'est que quand on n'a pas essayé l'IA, on a une vision très déshumanisante de l'IA. Voilà, l'IA, ça va déshumaniser et l'IA, ça va profondément dégrader les relations humaines au travail. Ça sera des machines partout, des machines qui parleront à des machines, des humains qui parleront à des machines, mais finalement, les humains ne se parleront plus entre eux. Voilà. Et chez ceux qui ont essayé, ce sujet-là était très faiblement remonté. Par contre, il y avait des questions sur les savoir-faire et l'autonomie. Voilà. Donc on voyait que quand on est sur le fantasme, eh bien, on met l'accent sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux que l'on vit lorsqu'on les a expérimentés. Voilà. Et puis là, on est en train de finaliser notre rapport où on est allé regarder des expériences, cette fois-ci in situ, on est allé observer, on est allé parler avec les gens qui travaillent avec ces systèmes, et on a fait aussi ce qu'on appelle des enquêtes longitudinales, c'est-à-dire qu'on est revenu 3 fois dans l'année autour d'un projet. Voilà. Et on a regardé ce qui se passait en phase d'idéation, ce qui se passait en phase d'expérimentation, et ce qui se passait lorsqu'il y avait déploiement, pour regarder s'il y avait une mutation des enjeux. Voilà, et effectivement, on a vu que sur ces sujets, encore une fois régaliens, l'autonomie, la reconnaissance, les interactions humaines, des sujets qui étaient très forts en début de projet, ils n'étaient beaucoup moins en milieu. Par contre, il y en avait d'autres qui montaient. Voilà. Et donc, ce que ça a souligné, c'est que lorsqu'on met en place ce type de projet, et notamment lorsqu'on en discute avec le collectif de travail et parfois les partenaires sociaux, il faut mettre en place ce qu'on appelle une clause de revoyure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre autour d'une table très en amont en disant « Ok, comment on met ça en place ?» et puis c'est terminé. On a fait une bonne discussion. Il va falloir revenir plusieurs fois parce qu'on est avec des technologies dynamiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose de déterministe et statique. On a quelque chose qui peut-être va délivrer une performance à un moment, dans une certaine configuration, et puis on va découvrir autre chose. Avec ChatGPT, même si on ne l'a pas étudié, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le phénomène de compétences émergentes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que on ne sait pas vraiment là où ça marche très bien, là où ça ne marche pas très bien, et on ne sait pas vraiment sur quel prompt ça marche mieux. Voilà. Actuellement, le prompt qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle le prompt chaîne de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à ChatGPT directement comment je fais ça, on va lui amener à quelque chose étape par étape. Voilà, un peu comme un apprenti, au lieu de lui dire fais-moi ça, on va dire commence par faire ça, puis après fais ça, puis après fais ça. Et ça marche très bien. Et on a des études empiriques qui montrent que ce type de schéma de prompt, vraiment, il y a une performance beaucoup plus importante. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se révéler. Et puis je termine sur ce qu'on va faire pour les années à venir. Là, cette fois-ci, on va mettre l'IA générative et notamment, on va aller regarder dans les industries culturelles et créatives. En 2013, il y avait une grande étude qui disait que 47% des emplois américains se situaient dans une probabilité haute d'automatisation. C'était le début un peu du bad buzz, un emploi sur 2 quasiment détruit. Ça ne s'est pas passé. Voilà. Mais par contre, cette étude avait tendance à sanctuariser l'intelligence créative en disant finalement plus vous avez l'intelligence créative dans votre travail et moins vous êtes exposé à l'intelligence artificielle. Et là, l'IA générative vient chambouler tout ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on va aller faire des études très col bleu et des études très métiers créatifs pour regarder s'il y a des points communs, s'il y a des différences et s'il y a des effets de révélation. C'est-à-dire si en regardant une communauté, ça nous amène à regarder l'autre communauté autrement. Je crois qu'on va se séparer. On pourrait évidemment continuer largement, à moins que vous ayez un petit mot de conclusion. Je voulais juste revenir sur la question de l'éducation, sur la pédagogie.
moi j'ai 2 enfants qui sont au collège et tous les soirs ils viennent avec leurs notes. On le sait avant parce qu'on a Pronote maintenant. Et oui. Et ça c'est un gros sujet. Moi je suis dans le comité éthique de Pronote et il y a plein de sujets sur cette application qui est très très bien reçue contrairement à Parcoursup. Mais la question c'est surtout si on met de l'intelligence artificielle, comment on va le faire de manière la plus éthique possible. Mais souvent la première action qu'on a quand un enfant ramène une note un peu décevante, on lui dit mais où est-ce que tu as mal répondu, voilà. Et chaque matin des enfants vont à l'école en espérant bien répondre, voilà. Et jamais vraiment en disant est-ce que j'ai bien questionné, est-ce que je me suis posé des bonnes questions. Et je dirais qu'avec des technologies qui en une microseconde nous donnent des réponses, soit des millions de réponses comme Google, soit une réponse comme ChatGPT, mais très écrite, la valeur monétaire de la réponse, elle est plus très importante. Par contre, on se rend compte à quel point la question devient fondamentale. Et je pense que dans les classes, on a une réflexion à avoir sur la place qu'on met à la question. Moi-même, j'enseigne, et souvent, vous avez des questions, c'est ce qu'on dit à la fin quand il reste 5 minutes. Personne n'en a parce qu'il y a le cocktail derrière. Enfin non, pas le cocktail, il y a la pause. Et ça, je vous le confirme à 100%. On n'est pas sur le 60. Et puis en même temps, l'enseignant, il est bien content. Bon, les questions, oui, 1 ou 2, mais pas trop. Alors qu'en fait, comme disait Einstein, si j'avais 1 heure pour un problème, je devrais passer 55 minutes à me poser des questions et 5 minutes à trouver les solutions. Parce que 55 minutes de bonnes questions, c'est déjà les réponses qui sont obtenues. Donc je crois qu'on a une vraie réflexion à avoir sur la pédagogie du questionnement. Apprendre à se poser des vraies questions. Alors, on pourrait, et c'est pas ce qu'on va faire, repartir sur une quinzaine de minutes sur l'IA inclusive, parce que je sais que tout à l'heure, il y avait une question, comment éviter les biais, etc. Juste un point quand même particulier pour laisser la parole en conclusion à Sandrine Jean-Ruclier et à Stéphanie Lavie sur les femmes dans le numérique et dans les mathématiques, puisque le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes a publié extrêmement récemment un rapport qui pointe le cercle vicieux du sexisme dans le numérique et qui évoque encore une fois la spécialisation assez genrée des filières. Et il y a une recommandation, je voudrais avoir votre avis là-dessus, parmi les 20, j'en cite une: imposer des quotas de 50% de filles dans les spécialités scientifiques, mathématiques, physique et 30% minimum en NSI au lycée. À votre avis, les quotas? Alors, plus une question pour toi. Je démarre. Il y a un constat qui est terrible là aujourd'hui, c'est la réforme du baccalauréat a conduit à faire reculer quelque chose qui était incroyable, c'était que les filles s'étaient tournées vers les mathématiques et les carrières, notamment école d'ingénieurs, mais il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs où on fait des mathématiques. Les statistiques qui viennent de tomber à la rentrée sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'on est retombé à des chiffres qui datent des années 60-70 sur la place des femmes pour choisir ces filières scientifiques. Et bon, ça a expliqué notamment avec cette réforme du bac où les maths sont plus obligatoires comme option pour passer son baccalauréat. Alors moi je pense que les quotas, on l'a vu, sans quotas, il n'y aurait pas eu de femmes dans certaines instances de direction. Moi je ne suis pas le fruit d'un quota, mais j'étais la première directrice d'école de commerce. Cette école, elle a 120 ans et je suis la première femme à avoir eu ce poste. Donc moi je milite pour le fait qu'on puisse avoir des carrières possibles pour les femmes dans tous les secteurs d'activité. Pour ça, il faut accompagner dans l'éducation, il faut des quotas, ça, sans doute. Je ne connaissais pas bien, tu vois, le texte que tu viens de donner, mais c'est vrai que nous, à l'école, on essaie d'orienter le plus possible. Toutes les filières doivent être accessibles autant aux garçons qu'aux filles. Ça passe par de l'encouragement, ça passe par du mentorat. Il faut motiver un petit peu parfois les filles à aller vers certaines carrières dont elles pensent qu'elles sont plutôt réservées aux garçons, parce qu'on vit avec des idées reçues, préconçues, des stéréotypes sur le genre, de qu'est-ce que c'est qu'il y a un métier féminin et masculin. Donc Yann parlait de l'éducation, ça aussi il faut qu'on le travaille à l'école et sans doute pas dans l'enseignement supérieur, mais dès qu'on est petit, à l'école, il faut qu'on apprenne qu'il y a une égalité de trajectoire de carrière possible. Et justement, peut-être que moi je me dis qu'avec ces techniques d'intelligence artificielle, pour le coup, les filles sont autant connectées que les garçons, sur leur téléphone, sur leur tablette. Alors je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient moins présentes dans ce secteur-là, qu'elles identifient moins comme étant scientifiques, alors que derrière cette intelligence artificielle, on est vraiment en train de parler de science.
force d'algorithmes et puis de tous ces mécanismes. Donc sans doute les quotas, il faut être vigilant, et puis beaucoup l'éducation petit pour orienter avec un discours positif sur toutes les carrières. Alors moi, sur le sujet des femmes dans le numérique et dans l'IA, en travaillant sur le sujet, on s'est aperçu qu'il y avait un biais, en tout cas sur ces métiers qui allaient disparaître à cause de l'IA, essentiellement dans les bureaux, sauf que dans les bureaux, actuellement, il y a 2 fois plus de femmes. Donc en fait, c'est 2 fois plus de femmes que les hommes qui vont être impactés dans les métiers qui vont disparaître à cause de l'IA, notamment. Et sur la partie du numérique, bah oui, on est en pénurie de talents dans le numérique. Donc s'il y a des gens qui se cherchent ou en reconversion ou étudiants, mais foncez sur les métiers du digital. Non seulement ça recrute beaucoup, c'est très bien payé, et oui, pour le coup, on manque de femmes, donc on a tout à y gagner, et le numérique n'est absolument pas genré. Merci beaucoup à tous les 3. Oui, vous pouvez, j'entends quelques applaudissements, mais oui. Merci. Alors on espère que ces 3 heures de Factory vous ont intéressé et interpellé, puis donné aussi l'énergie pour vous mobiliser pour la suite. Futurapolis Planète, vous avez compris, ça ne fait que commencer. Et donc rendez-vous demain matin dès 10h. Il y aura des thématiques très diverses. Vous avez tout le programme, mais par exemple, non faire des enfants n'est pas mauvais pour la planète. Pourquoi l'exploration spatiale tire la science vers le haut, entreprises politiques scientifiques, ça nous intéresse aussi, et citoyens pour une terre habitable, qui doit passer à l'action, ou encore l'endométriose après le déni, place à l'action. C'est qu'un extrait du programme. Il y aura aussi un grand entretien avec Clément Beaune samedi midi, le ministre des Transports, et puis juste à côté, beaucoup d'expériences immersives qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à les découvrir. Merci à tous et toutes, et très bonne soirée.